très bien, nous nous portons très bien. J'espère que vous avez vu le titre que nous avons positionné par rapport au blocus pétrolier à Cuba, chez les Congos. Et ceux qui l'ont bloqué ont dit on est en train d'asphyxier le pays. Hein, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, c'est combien qu'on dit que c'est un prénom indéfini, mais sur l'image, nous avons présenté ceux qui l'ont dit et ceux qui sont en train de bloquer Cuba. Bon, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, il est peut-être très intéressant qu'on écoute un petit extrait de cette communication que nous avons tirée à partir de Radio-Canada. Hein, Radio-Canada. On ne sait même pas si on a la bonne page. On va essayer de bomber le volume. Pas deux matins pareils. Je ne sais pas si, comme moi, vous rêvez de quitter un tout petit peu là, cet hiver ontarien pour aller quelque part où il fait plus beau. Par exemple, hein, pour les vacances au mois de mars, ça pourrait être compliqué si votre destination que vous aviez choisie, c'était Cuba. On vous parle depuis quelques jours des vols annulés en direction de Cuba. Air Canada, Transat, WestJet n'y vont plus. Et c'est pour des questions de pénurie de carburant. D'ailleurs, sur notre site ce matin, un article Que faire si votre vol vers Cuba est annulé? Radio-canada.ca/Ontario pour le consulter. Mais cette pénurie, elle ne vient pas de nulle part. C'est le résultat d'un étranglement énergétique imposé par les États-Unis. Depuis la fin du mois de janvier, Donald Trump a resserré le blocus sur les produits pétroliers et a menacé les pays qui fournissent Cuba, comme le Venezuela, le Mexique et la Russie, de mesures de rétorsion. Donc c'est une situation aux lourds effets sur l'économie locale, notamment le tourisme. J'en discute ce matin avec Marie-Christine Doran, qui est professeure à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa et aussi la directrice de l'Observatoire Violence, Criminalisation et Démocratie. Marie-Christine, un plaisir de vous retrouver à l'émission. Oui, moi aussi. Bonjour, M. Haddad. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un blocus américain sur le pétrole à Cuba? Est-ce que le vocabulaire est pertinent ici? Oui, absolument. Le vocabulaire est tout à fait pertinent, d'autant qu'il fait sorti de, comme vous l'avez mentionné, de sanctions, de menaces de sanctions très importantes. Quoique, on voit que malgré que le Mexique continue jusqu'à il y a quelques jours à acheminer du pétrole, maintenant il achemine de l'aide humanitaire et le président Trump est contenté par la situation malgré tout. Il dit que Shane Bond a bien écouté ce qu'il avait demandé. Donc, vous voyez, il utilise encore une fois ces menaces comme des leviers ensuite pour féliciter les uns et voilà, admonester les autres. Donald Trump, hein, on nomme son nom parce qu'on le sent ici, en quelque sorte responsable de la situation. On va y revenir, mais j'aimerais comprendre ce qui se passe à Cuba aujourd'hui. Il y a quand même certains produits pétroliers sur l'île, mais le strict minimum, est-ce que le robinet est complètement fermé? Oui, mais en fait, écoutez, la situation est très, très dramatique. C'est la pire crise que Cuba a vécue. Mais il faut comprendre que Cuba a environ besoin de 110 000 barils par jour et produit elle-même environ 40 000 barils. Donc, pour l'instant, il reste un tout petit peu encore. On dit que on calcule qu'il y en a pour 15 à 20 jours. Et le drame à Cuba, c'est que en fait toute l'infrastructure électrique repose sur le pétrole, donc sur le combustible. Et donc même s'il y a eu des tentatives de diversification, ça n'a pas vraiment donné des résultats importants. Donc le système de santé, on le sait au Canada, qui est un joyau pour les Cubains. Ils étaient très fiers de leur système de santé, qui est accessible à tous aussi, il faut le mentionner. Eh bien, aujourd'hui, est vraiment menacé. Il y a même apparemment des gens qui meurent parce que le système de santé ne peut plus fonctionner. Les machines à dialyse, etc., sont arrêtées. Donc, c'est ça qui est extrêmement grave, c'est que ce blocus touche la population directement et donc évidemment le tourisme. Donc ça c'est très complexe parce que ce que le gouvernement cubain demande à la population, c'est de se priver elle-même le plus possible. Même par exemple, ne peuvent plus prendre leur voiture pour usage personnel, seulement s'ils ont une voiture officielle, par exemple de tourisme, des taxis, etc. Parce qu'on essayait jusqu'à récemment de maintenir l'apport que constitue le tourisme en termes de devises
pour pouvoir essayer de se débrouiller, mais évidemment dans la situation actuelle où on a cancellé les vols, et ça c'est aussi à cause du blocus, hein, parce que au début, il y avait des lignes aériennes qui avaient mentionné qu'elles pourraient se ravitailler dans quelques îles proches de Cuba, et le gouvernement américain a vraiment fermement expliqué que toute autre île qui collaborerait avec le ravitaillement, en fait, serait aussi touchée par des sanctions. Donc, c'est pour cette raison qu'on a abandonné, en fait, les vols à Cuba. OK, d'accord. Madame Doran, je vous pose cette question et je voudrais que vous la saisissiez bien, mais de quel droit Donald Trump peut-il décider, vous avez parlé d'hôpitaux qui ne sont pas capables de fonctionner correctement, de quel droit Donald Trump peut faire la vie et la mort sur les citoyens de Cuba en fermant le robinet de cette façon, bon, directe et indirecte, et je ne suis pas indigné, je suis intéressé ici. Est-ce qu'il a le droit de le faire selon le droit international? Non, bien sûr que non, il n'a absolument pas le droit de le faire et c'est pourquoi tout de suite, je vous dis, les Nations Unies ont parlé d'un désastre humanitaire à Cuba causé justement par cette situation et ont appelé en fait la communauté internationale à soutenir par le biais d'aide humanitaire, donc sans contrevenir à ce fameux blocus, bien qu'il soit illégal, que Trump a déclaré. Donc, c'est ça, les Nations Unies ont demandé de soutenir par l'aide humanitaire Cuba, comme le fait le Mexique actuellement. Et Trump se donne le droit parce qu'il qualifie le Cuba de menace inhabituelle et extraordinaire contre la sécurité nationale des États-Unis en alléguant en fait que Cuba serait vraiment un endroit où, comme dans les années 60, la Russie serait très engagée à ce moment-là, l'Union soviétique, on le sait avec la crise des missiles, et la Chine. Donc en fait, Cuba serait un genre de bastion des ennemis officiels idéologiques des États-Unis. Ce qui, dans les faits, est vraiment complètement faux, d'autant qu'on l'a vu dans les derniers jours. Ni la Chine, ni la Russie n'ont fait quoi que ce soit à part envoyer quelques sacs de riz, et encore moins que le Mexique, pour essayer d'aider au niveau humanitaire et peut-être faire une certaine représentation dans les instances internationales, mais très mollement. C'est souligné là, dans tous les médias internationaux, notamment européens. Donc, de prétendre, en fait, voyant la situation dramatique d'une population aussi affamée, la désorganisation actuelle, que ce pays-là est un fer de lance contre la sécurité nationale des États-Unis, c'est vraiment, encore une fois, on est habitué là, à ces histoires de M. Trump, mais ça contrevient complètement, tout comme il a fait en abattant des bateaux en mer, on le sait, en prétendant qu'ils avaient des chargements de drogue. On n'a pas le droit, selon la Convention de Genève, aucunement d'abattre des gens sans, de toute façon, mais en plus sans les amener en procès, sans avoir on pourrait pas, il faudrait les juger avant de, par exemple, les arrêter ou les mettre en prison. On peut pas abattre des gens, ça contrevient à tout le droit international. Okay. Le Mexique continue de fournir voilà, de l'aide humanitaire maintenant. Le Canada a-t-il un rôle à jouer? Nous, on en a du pétrole. Est-ce qu'on pourrait en livrer à Cuba? Est-ce que ce serait éthique et permissible par la loi? Écoutez, je pense que ce serait très peu recommandé de livrer du pétrole à Cuba, d'autant qu'on voit comment actuellement les États-Unis ont le Canada dans la merde de toutes les manières possibles, y compris en disant qu'ils ne vont pas négocier finalement un accord de libre-échange à 3. Voilà. Mais donc non, ça serait peu recommandé. C'est pas que ce serait illégal, hein, parce qu'encore une fois, c'est une décision des États-Unis. C'est pas une décision internationale. C'est pas l'ONU qui demande de faire un blocus de pétrole sur Cuba. Ça, c'est très important à distinguer. Donc, ce ne serait pas illégal, mais bien sûr, ce serait extrêmement risqué pour le Canada de faire ça. Par contre, l'ONU a demandé de l'aide humanitaire pour Cuba. Le Mexique donne de l'aide humanitaire à Cuba et Trump a félicité le Mexique ce matin. Donc, allez comprendre tout ça pour dire qu'ils savent bien que c'est le pétrole dont Cuba a le plus besoin, certainement pour maintenir le régime qui d'ailleurs, bien sûr, on le sait, c'est un régime autoritaire, il n'y a pas d'élection libre, qui est quand même d'une nature différente là, de celle du Nicaragua ou du Venezuela. Par ailleurs, on le sait qu'il continue d'être soutenu, hein, le régime vénézuélien qui est maintenant allié avec les États-Unis, mais tout aussi autoritaire qu'avant. Donc, à Cuba, le président Díaz-Canel a dit qu'il était prêt
à un dialogue sur tous les thèmes que les États-Unis voudraient dialoguer, mais simplement que ce soit fait dans le respect et l'égalité. Donc, à voir, mais il y a certainement une ouverture de ce côté-là. Donc, maintenir la pression telle que les États-Unis le font, c'est vraiment pour, si vous voulez, affirmer que Cuba va tomber par lui-même. Et nous, dans ce sens-là, je crois, beaucoup de gens voyagent à Cuba, beaucoup de gens connaissent là-bas des personnes, apportent des Tylenol, apportent quelques petites choses pour aider. Je crois que le Canada pourrait facilement envoyer de l'aide humanitaire aux côtés du Mexique. Je vous pose une question à laquelle vous n'avez peut-être pas la réponse, mais elle va m'intéresser de toute façon. Que veut Donald Trump à Cuba? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment une guerre idéologique? On n'est plus à l'époque de Fidel et Raúl Castro ici. Quel est l'intérêt de Donald Trump pour Cuba? Ben écoutez, j'ai certainement des réponses en espérant qu'elles répondent à votre question. Mais oui, en fait, il y a des raisons idéologiques très importantes derrière la volonté de faire tomber Cuba. Actuellement, on en a déjà parlé ensemble à votre émission, il y a une reconfiguration. Les États-Unis, avec la doctrine Monroe, donc elles se donnent le droit d'intervenir dans la politique de tous les pays, en fait, des Amériques, y compris le Canada. À ce niveau-là, pour eux, on voit qu'ils ont convoqué, en fait, ça vient de sortir au début mars, tous les pays d'extrême droite qui sont en dérive autoritaire, comme le Salvador, le Honduras maintenant, ont été invités à la Maison-Blanche. Donc, on a 7 pays d'extrême droite qui vont former une espèce d'alliance multilatérale séparée avec Donald Trump. Il veut étendre l'influence de ce modèle où on détruit le pouvoir judiciaire, etc., dans plusieurs pays. Donc, il ne soutient pas la démocratie actuellement, le gouvernement américain. On voit également ce qu'il fait à Cuba dans cette, si vous voulez, cette ligne de mire de dire il n'y aura pas de pays de gauche qui vont subsister en Amérique latine. Malheureusement, Cuba n'est pas une démocratie de gauche comme l'est, par exemple, la Colombie, qui l'a aussi attaqué vertement, vous le savez, récemment. Mais Cuba constitue un symbole pour beaucoup de gens en Amérique latine d'un régime, si vous voulez, où malgré de très importantes restrictions politiques, il y a quand même un accès au système de santé. Les gens, c'est pourquoi le régime n'est pas tombé encore, c'est que malgré beaucoup d'opposition, beaucoup de gens savent que la situation aux États-Unis n'est pas plus enviable dans le quotidien pour les gens. Il y a beaucoup de pauvreté aussi aux États-Unis. Les Cubains et Cubaines le savent en grande partie. Donc, c'est vraiment d'attaquer ce symbole. Et bien sûr, Marco Rubio, qui lui-même est fils d'exilés cubains, on connaît un peu la volonté farouche des exilés cubains à Miami, par exemple, pour faire en sorte que le régime castriste tombe à Cuba. Donc, c'est un peu dans ce scénario-là, mais encore une fois, ce qui est paradoxal, c'est qu'on parle absolument pas de transition démocratique. Même chose qu'au Venezuela. Les États-Unis ne demandent pas ça, ils demandent d'avoir la mainmise sur les ressources du pays. À suivre. Ouais. Bon, vous avez entendu, on a voulu faire suivre l'ensemble de l'interview et tout le contenu, et donc vous aviez très bien compris parce que la dame qui est passée s'est exprimée en français, donc vous avez bien compris. Donc vous avez là un gangster qui sort, qui dit bon, je décide de bloquer tel pays, et voilà, et je menace tout individu ou un autre pays qui va vouloir tenter de venir en aide à ces populations. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Nous sommes ici face à un combat spirituel, c'est très clair. Le combat spirituel, il est bien là, il est bien présent, parce que toutes ces nations qui se disaient les plus forts, les plus costauds, en réalité sont en train de tomber. La vérité est désormais dévoilée. Et donc, comme on a l'habitude de dire, le diable est dehors. Dans notre langue, on dit Mukuyu Kenanganda. Et donc, quand le diable est dehors, les méthodes opérandi, vous pouvez simplement le voir à l'œil nu, c'est très clair. Bon, au Cuba, vous voyez que la plupart des temps, ce sont des lécodermes qui sont en commande de pouvoir. Et tous ces lécodermes, qu'il s'agit des Castro et tout ce monde, viennent soit du côté de l'Italie, du côté de l'Europe.
Et nous savons l'histoire de Cuba, c'est une île où il y a eu aussi beaucoup d'Africains qui ont été ramenés par la traite négrière, la colonisation, et ainsi de suite. Et si vous essayez de regarder dans la profondeur même des peuples noirs au niveau de Cuba, d'Haïti, des Caraïbes, il y a beaucoup de peuples Congo. Donc le blocus de Cuba, ce n'est pas une affaire politique, c'est toujours dans le contexte même de la persécution des peuples du Créateur vivant premier, Mfumzambia Bongo. C'est un combat spirituel. Il faut persécuter les peuples Congo partout où ils sont. C'est ça la réalité. Hein? C'est ça la réalité. Mais les Castro ont dirigé ce pays pendant plusieurs décennies. Son frère a pris le relais. Ce, le Cuba n'a jamais été bloqué à ce point. Parce que vous pouvez encore bloquer les hommes politiques, hein, n'est-ce pas? Mais les citoyens n'ont rien à voir avec tout ça. Si vous bloquez le ravitaillement pétrolier au Cuba, comme vous avez suivi dans le reportage, c'est l'asphyxie de l'ensemble des peuples. C'est le système de santé qui est mis ici dans une situation de difficulté, une situation de pression, comprenez? Donc il y a des morts, il y a des milliers de morts. C'est spirituel tout ça. Bloquer le fonctionnement des hôpitaux pour tuer le maximum des enfants, maximum des femmes, maximum d'hommes de ces pays-là. Mais il n'y a que le diable qui peut faire ça. Il n'y a que des hommes reptiliens de la mauvaise espèce qui peuvent le faire. Il faut simplement dire que ce n'est même pas un caractère humain. Parce que même dans le contexte humanitaire, on ne voit même pas comment on peut sauver des malades qui sont dans les hôpitaux et qui dépendent des appareils respiratoires. Et ces appareils-là, ces appareils fonctionnent grâce à l'électricité. Et on nous dit ici qu'à Cuba, on peut dire 100% des hôpitaux fonctionnent grâce aux centrales thermiques. Donc, des centrales qui fonctionnent à base du mazout, donc du pétrole, du carburant, et ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas de carburant, ça veut seulement dire que les hôpitaux seront dysfonctionnels. Les centres de santé seront dysfonctionnels. Donc, on asphyxie l'économie, puisque la plupart des temps, nous savons qu'au Cuba, c'est le tourisme qui bat le plein. Hein? Comme vous voyez, nous venons là sur le pamphlet, nous avons présenté les statistiques en réalité que nous sommes allés chercher sur plusieurs pages, les statistiques que nous avons présentées sur les touristes ayant visité Cuba en 2024, hein, par pays. Hein, on parle carrément du Canada du Canada qui était en tête sur la liste. Si vous voyez le pamphlet, on pourra vous le mettre même dans la partie communauté. Vous allez voir qu'il y a plus de quasiment 900 000 Canadiens ont visité Cuba. Mais il faut dire que tous les touristes qui vont au Canada ne vont pas simplement pour se bronzer la peau, mais ils vont aussi pour des histoires de santé, parce qu'on sait que Cuba a une grande réputation en ce qui concerne le système de santé. C'est des médecins qualifiés dans tous les domaines. Et ça se fait à un coût très bas. Voilà pourquoi beaucoup de gens profitent de passer à Cuba. Il n'y a pas un pays qui peut battre le Cuba en ce qui concerne le système de santé, hein, dans tous les domaines. Donc, si vous avez des chirurgies dans l'Occident global, l'Israël global, l'Amérique globale, l'Europe globale, vous êtes programmé pour pouvoir le faire peut-être dans 3 ans. À Cuba, vous allez le faire le même jour, certainement à coût très bas. Et en deuxième partie, on parlait, au Canada, on parlait de plus de 860 900 touristes canadiens qui ont visité le Cuba en 2024. Après, vous avez la Russie qui vient au deuxième rang avec plus de 185 800. Hein, et vous avez les États-Unis, donc le pays aujourd'hui qui a pris cette décision
de bloquer des citoyens ordinaires, de bloquer les enfants, d'asphyxier, de tuer les Cubains. C'est un assassinat. Trump, Donald et Rubio, ce sont des grands criminels. C'est un assassinat et ça se passe devant tout le monde, comme un peu le blocus de Gaza, ce qu'ils ont fait devant tout le monde. Ils ont massacré le peuple de Gaza, ça s'est passé devant tout le monde. C'est la même chose. Le diable n'a plus honte, le diable opère en pleine journée. Mukuyi Genanganda, vous comprenez? Comme un peu les massacres de 7 millions des peuples Congo au centre névralgique de l'humanité, dans la Fédération Congo, notre pays, comme un peu les 65 millions des peuples dans la Fédération démocratique du Congo, qui ne sont que des peuples Congo, exterminés en plein jour devant tout le monde. C'est devenu une normalité chez eux. On abat, on tue, et c'est normal. Et ces individus-là osent nous parler de démocratie, de paix, ils osent nous parler des valeurs. Non, pas du tout. Nous sommes en face des grands criminels qui ont confisqué le pouvoir et qui sont protégés derrière ces fonctions qu'ils occupent, et ils profitent pour massacrer des millions d'individus à travers le monde entier. C'est cela qui est la réalité. Et avec un système de justice biaisé, des juges corrompus, des avocats corrompus, et tentent de museler la vérité. Vous ne pouvez pas museler la vérité, parce que même quelque part, à un coin d'un mur, même à vos derniers moments, vous allez vous souvenir de tout le mal que vous avez réalisé. C'est cela. Et puis vous aviez les Allemands, les États-Unis qui venaient en troisième position avec 142 500 visiteurs à Cuba. Vous avez l'Allemagne, 65 500 visiteurs en 2024. L'Espagne venait en cinquième position avec 65 000 visiteurs. Vous avez donc les Mexicains, 62 800 visiteurs. Vous aviez l'écoderme français, 49 800. Et vous avez les Italiens, 44 500. Et vous avez les Argentins, etc. La liste était très longue. Voilà. Donc c'est très clair. Bloquer ces gens, c'est asphyxier l'économie de Cuba. Mais il faut dire Rubio. Quand vous voyez Rubio, Marco Rubio, là, celui qui est le secrétaire d'État américain, si vous fignolez bien ces descendances-là, ses origines, c'est un Ashkénaze en réalité. Ce sont des gens qui ont leurs grands-parents, les toutes dernières générations, avaient immigré vers le Cuba, comme un peu les Ashkénazes qui ont pris le contrôle de l'Argentine aujourd'hui. Donc en réalité, il n'est cubain que de papier. Et voilà pourquoi ces gens-là travaillent sur un agenda, asphyxier les peuples spirituellement résistants, les peuples qui ont compris la vérité, les peuples qui ont fait leur propre modèle, parce qu'ils dépendent de leur propre intelligence, de leur propre modèle. Vous comprenez? Par exemple, les Cubains, ils ont compris qu'il fallait former des gens à un coût très bas d'abord, mettre les structures, former des médecins et être le bloc chirurgical du monde, être l'hôpital du monde en réalité. C'est une vision. Et ça a été calibré. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi le monde continue d'aller chez eux, continue d'aller se soigner chez eux, continue d'aller passer le tourisme, dont il s'agit ici du tourisme médicalisé. Vous comprenez? Et l'Occident général, l'Israël global, qui ne voient que l'argent, qui ne met pas l'humain au centre de préoccupation, veulent récupérer ce business-là pour pousser les mondes. Vous voyez que toutes les statistiques que nous avons présentées sur ces gens-là, pour que ces gens-là se soignent chez eux à coût exorbitant. À coût exorbitant. Donc, se soigner dans l'Occident généralisé, c'est payer les médicaments, donc faire fonctionner l'industrie pharmaceutique, c'est payer les assurances médicales, donc faire fonctionner le business, et toutes ces industries sont sous le contrôle des Ashkénazes dans l'Occident global. C'est ça, ce n'est que ça la vision. Ce n'est que ça la vision, comprenez? Et d'ailleurs, ça faisait même partie de la stratégie
de prendre le contrôle de la station d'essence la plus grosse du monde, qui est le Venezuela, hein, à travers une corruption. Il faut le dire que les Américains ne sont jamais allés attraper Maduro là-bas. Tout ce qu'on vous dit, c'est le mensonge. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à croire que le pays de Michael Jackson est parti pour prendre Maduro et le sortir de là. Vous croyez à ça? Non. Il y a eu un coup d'état du palais au Venezuela. Hein? Même Poutine vous l'a dit, qu'ils ont décidé de ne pas se battre, de livrer leur leader. Comprenez? Donc, il y a eu un coup d'état du palais. Tous les leaders vénézuéliens, à partir de cette dame-là, la vice-présidente, tous savaient ce qui se passait, c'était des grands corrompus, parce que Maduro avait autour de lui des militaires cubains qui le gardaient. Ils ont exécuté l'ensemble des militaires cubains autour de Maduro. Si vous voyez que quand Maduro est sorti, il avait du sang sur la poitrine. Donc, contre le gros menteur, le gros pourrien, Trump vous dit que non, nous avons utilisé des armes qui a annihilé carrément les capacités de dissuasion de Venezuela. Tout ça, c'est le mensonge. On continue à croire à ça? Non, pas du tout. Ils ont livré leur leader parce qu'il y a eu des militaires corrompus, des politiciens corrompus, et être sous les ordres du pays de Michael Jackson. Mais le pays de Michael Jackson a déjà construit quel pays dans le monde? Dites-nous, quel est le pays dans ce monde-là que le pays de Michael Jackson, sous le contrôle des Ashkénazes aujourd'hui, qui est contrôlé par Netanyahou, parce que Trump n'est qu'un vassal. C'est ça la réalité. Trump n'est qu'un vassal qu'on tient par le cul, hein, on lui tient par les testicules à travers ces crasses de l'affaire Astin et tout ça. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi vous voyez que Netanyahou vient quasiment tous les 3 mois, je crois. Hein, il vient au pays de Michael Jackson, venir se rassurer que le projet qu'il a mis en place est en train d'évoluer, comprenez, donner des instructions, parce que, puisque nous savons que nous sommes le système de tout le monde voit tout le monde parle à tout le monde, et tout le monde écoute tout le monde. Il ne peut pas se mettre là, depuis l'entité des terres occupées, et parler au téléphone avec Trump, sinon, bon, ça va s'exfiltrer. Les capacités aujourd'hui des gens d'écouter les communications, puisque même là, quand je parle, tous ces téléphones que nous tenons là, ils nous écoutent quasiment tous les jours. Comprenez? Malheureusement pour eux, nous faisons tout en public, hein, parce que la vérité ne doit jamais se cacher. On ne fait pas des tours derrière le dos des gens. Hein. On le fait d'une manière claire, à visage découvert, sans pourtant avoir peur de qui que ce soit, parce que nous sommes plus grands spirituellement que tous ces gens-là qui ont bu le sang humain, qui continuent de détruire des vies, qui ont mis le matériel au centre de préoccupation. Ils ne pensent qu'à l'argent. Ces gens-là ne pensent qu'à l'argent. L'humain n'a aucune valeur. Quand vous faites affaire aux gens qui pensent au matériel, qui pensent à l'argent, et qui ne mettent jamais l'humain au centre de préoccupation, ces gens-là, spirituellement, sont très faibles, sont très petits. Voilà pourquoi ils sont dans le contexte même du contrôle. Or, le contexte du contrôle, c'est le contrôle du diable, c'est le contrôle du méchant, c'est le concept même du destructeur. Parce que celui qui a la vérité ne va pas chercher à contrôler les humains, ne va pas chercher à imposer une narrative aux gens pour que les gens puissent simplement accepter ce qu'eux, ils veulent, ce qu'eux, ils disent. Comprenez? Ça montre même le côté faible. Mais quand, comme j'étais même en train de suivre un petit sketch, on peut le dire un comédien américain, c'est son nom qui m'échappe, mais il a dit quelque chose de très important. Mais je vais quand même le dire ici. Vous allez m'excuser du langage, hein, mais je vais le dire. Il dit que, vous voyez tous ces gens-là qui ne mettent pas l'humain au centre de préoccupation, là, qui sont toujours derrière l'argent. La plupart des temps, ce sont des hommes. Ils ont tous un petit pénis comme ça, là. Un petit pénis comme ça. Et le gars dit que ce petit pénis-là, c'est quand ça bande, que c'est petit toujours comme ça. Ils sont frustrés par rapport à ça. Voilà qu'ils ont leur haine.
Ils n'arrivent même pas à satisfaire leurs femmes autour d'eux. Ça, c'est le comédien américain qui le disait. Mais bon, vous allez m'excuser de ce langage, mais ça montre même le côté même de la frustration. Hein, ils n'arrivent pas à bonder, ils ont un petit truc mesquin comme ça, comprenez? Et ils veulent jouer aux gangsters avec les fonctions qu'ils ont occupées par le biais de la fraude et de la corruption. Donc, c'est un peu ce que ça, le comédien américain est en train de le dire, ça montre même la frustration. Quand vous voyez Trump, quand vous croyez que ce Trump-là, il a quel zizi devant lui? Il a un petit zizi comme ça là. Netanyahou, il ne s'abonne même pas. Comprenez? Donc, mentalement débile, hein, parce que il manque quelque chose de très important qui donne la puissance même, la vérité des normes. Vous comprenez? Donc, ils sont obligés, de par la frustration qu'ils ont, hein, par la faiblesse qu'ils ont, hein, de commettre des actes de haine envers les humains qui ont la vraie chose, envers les hommes qui ont la vraie chose. Et d'ailleurs, même, c'est ce qui justifie leur haine envers le Congo que nous sommes, envers le noir que nous sommes, ou même envers les Arabes. Comprenez ça, chers amis? Parce que la haine aujourd'hui, c'est vers le noir, c'est vers l'arabe, c'est vers le musulman, c'est vers, voilà, c'est vers l'africain. On peut le dire comme ça. Mais il faut dire que dans l'africain, il faut voir dans la globalité. Hein? Tous les frères et sœurs, tous les frères et toutes les sœurs qui sont côté des Caraïbes noirs, ce sont d'abord des Africains. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est très clair, c'est très clair. Bon, vous savez que c'est le Venezuela qui fournissait assez de carburant à Cuba, comme ils contrôlent maintenant la grosse station d'essence et qui est ici le Venezuela, ils tentent donc d'asphyxier tous les pays autour. Hein? Et c'est eux qui sont devenus les vendeurs du pétrole du Venezuela à la Chine. Donc en réalité, c'est une manœuvre politique. Ils veulent contrôler, ils veulent asphyxier la Chine, comme on a l'habitude de dire. Contrôler la station de gaz, ça signifie qu'à un certain moment, tu peux choisir dans quel véhicule tu vas pomper le carburant. Mais non, maintenant, si tu es contre l'individu qui conduit ce véhicule, tu ne seras pas capable de pouvoir pomper le carburant dans ce véhicule-là. Et c'est même ça, la vision de tous les gens qui ont un petit truc comme ça, un petit zizi comme ça, comme des Trump, comme des Netanyahou, dans l'espace même de vouloir contrôler, comprenez, veulent même aller attaquer l'Iran pour vouloir asphyxier l'approvisionnement en matière de carburant vers la Chine. Comprenez ça, chers amis? Mais c'est criminel, hein? C'est criminel. Et c'est ça, ça montre même la faiblesse même de leur organisation des Nations Unies. Parce que c'est comme ça que nous on les appelle. Vous les appelez les Nations Unies, mais elles ne sont pas des Nations Unies. Si en réalité c'était des Nations Unies, il devait y avoir des résolutions prises, il devait y avoir des coalitions, comme déjà, hein, cette fameuse Nations Unies, à travers son Conseil de sécurité, a l'habitude de prendre des résolutions. Une résolution pour aller tuer Kadhafi. Ils étaient tous là, ils ont mobilisé des pays, des nations pour pouvoir le faire. Une résolution pour pouvoir chasser l'Issouba au pouvoir et remettre l'Ivoiro Dahomey, Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, ça a été réalisé. Les pays ont été mobilisés. À la ligne de front, vous avez les lécodermes français, dirigés par les descendants Askénazes. Ils sont arrivés à le faire. Tout ça dans l'objectif de prendre le contrôle du pétrole et des ressources naturelles des terres sacrées Congo. Quand il s'agissait de tuer Mounzé Kabila, mais ils étaient tous là, dans les résolutions, dans les couloirs pour comploter et donner les forces à Kagame pour que Kagame puisse prendre les contrôles de ressources naturelles dans la Fédération démocratique du Congo afin de les livrer auprès de l'Équateur. C'est cela en réalité. Même quand il s'agissait de tuer les Ivoiriens pour chasser Laurent Gbagbo au pouvoir, on a vu comment ces gens-là se sont mobilisés. Les Barack Obama qui promettaient même déjà à Gbagbo pour dire bon, viens aux États-Unis, on va te donner des chaires où tu vas diriger. Et voilà, les Sarkozy dit je vais te vitrifier et tout ça. C'est clair. Mais là, quand il s'agit
de prendre des résolutions pour sauvegarder des vies. Imaginons simplement que nous, Africains, on se décide d'aller réaliser le blocus en France. Aucun produit ne rentre en France, aucun avion ne survole la France. Vous voyez que vous pensez que l'ensemble des pays lécodermiques vont vouloir laisser les Français affamés, qu'il n'y ait pas l'approvisionnement en nourriture, l'approvisionnement en matière d'hydrocarbures, l'approvisionnement en médicaments, l'approvisionnement, bref, en tout. Non, pas du tout. Il devait y avoir une force ensemble, ce que nous avons l'habitude de qualifier la solidarité lécodermique, devait être tout de suite mise en place pour débloquer la situation. Mais dans le cas de Cuba, il n'y en a pas, aucune nation. Vous voyez que les menaces ont été réalisées. Même le Mexique, qui fournissait les matières d'hydrocarbures à Cuba, ont reculé. Mais pourquoi le Mexique a reculé? Comment on appelle? Sheinbaum, qui est leur présidente. Mais elle est qui, Sheinbaum, là? C'est une fausse juive. C'est une descendance askénaze qu'on a placée au pouvoir au Mexique. Donc, elle ne peut pas challenger Netanyahou qui contrôle le pays de Michael Jackson. Parce que c'est Netanyahou qui a pris cette décision à travers la haine que l'Askénaze Rubio a envers les Cubains. Parce qu'il sait qu'au Cuba, il y a des peuples congos qui sont solidement fixés, boulonnés dans la spiritualité et qui ne veulent pas rentrer dans une forme d'alliance avec le mal. Comprenez ça? Mais c'est cela le grand problème. Vous devez voir ces choses-là dans une autre dimension. C'est toujours cette haine-là qu'ils ont envers les peuples qui ont une spiritualité élevée et qui refusent de se soumettre à une vision. Comprenez? Rubio n'est pas cubain, si vous voyez ses ancêtres. Il n'est pas cubain. Voilà pourquoi sa haine envers ce peuple. Parce que c'est inacceptable que des individus comme les Rubio sont en train d'appuyer un projet de blocus qui asphyxie, qui tue les enfants, qui tue les femmes, qui tue les parents, qui tue ses parents dans son pays d'origine. Vous comprenez? Et donc, ça démontre le niveau extrême du satanisme. C'est encore un autre sacrifice qui n'est pas différent du sacrifice de Gaza, qui n'est pas différent du sacrifice de 7 millions de peuples Congo au niveau de la Fédération Congo, qui n'est pas différent du sacrifice de 65 millions de peuples Congo à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Comprenez? Donc, à Gaza, on a utilisé des bombes, on a largué des bombes, on a utilisé des armes. Sur les terres Congo, ils ont utilisé le poison, ils ont utilisé les armes. La même chose dans la Fédération démocratique du Congo. Et là, on utilise une technique qui est de technique de camouflage, qui est ici l'absence d'électricité, manque de médicaments, pas la possibilité de transporter de la nourriture, asphyxie de l'économie pour pouvoir ne pas faire financer les services de santé. Donc c'est la même chose. Le crime demeure le crime. Mais c'est seulement les moyens d'exécuter ces crimes-là qui diffèrent. Mais à la fin, ce sont les mêmes résultats. C'est la mort en masse des peuples épris de paix et de justice. Comprenez? Bon, maintenant, là, je me pose la question à Poutine, hein, puisque Trump fait des menaces, il dit, bon, si vous donnez les carburants aux Cubains, vous donnez du mazout aux Cubains, moi je vais vous frapper par les taxes. Mais Poutine peut lui dire, je m'en fous des taxes. Vous avez entendu le reportage, il dit, bon, le Canada a assez de carburant, pourquoi même le Canada a peur d'aller aider le Cuba, alors que, quand vous avez vu que le Canada est sur est le premier sur la liste, hein, des ressortissants canadiens qui vont à Cuba, qui vont se soigner à Cuba. Comprenez? Quand on parle des centaines de milliers, ça veut dire que tous ces gens qui vont à Cuba désengorgent aussi le système de santé au Canada. Vous comprenez? Qui avantage aussi le système de santé au Canada. Donc un grand pays comme le Canada tremble devant le grand monstre
qui est devenu comme un King Kong, hein, celui-là qui fait pleurer tout le monde, celui-là qui veut donner la mort aux autres, et pendant ce temps, ils sont paisibles chez eux au pays de Michael Jackson. Et c'est ça qui doit augmenter la colère saine des peuples. La colère saine des peuples. Je dis, mais qui sont ces gens-là? Qui sont-ils qu'ils peuvent toujours faire le mal aux autres et que rien ne les arrive? Et ça dure comme ça, ça dure comme ça, ça dure comme ça. Et vous êtes là dans le contexte de dire, bon, il y a un Dieu qui va descendre du ciel pour frapper. Non, pas du tout. C'est à nous les hommes de pouvoir régler, parce que nous devons régler toutes ces comptes avant que nous puissions basculer de l'autre côté du rideau. Le pays de Michael Jackson est très dangereux pour l'existence même de l'humanité. Donc, à un certain moment de l'histoire, ceux qui détiennent les bombes là, il faut envoyer ces bombes là-bas. Comprenez ça, chers amis? Le Canada a peur, parce que, vous voyez que même, on veut vouloir vous parler ici, le Canada a financé un pont entre le Michigan et Windsor. Et ils ont appelé ça Gordian, comme ça là, quoi, un truc comme ça là, un pont où le Canada est quasiment le seul investisseur. Le Canada a mis en place plus de 40 milliards de dollars dans la construction de ce pont. Ce pont-là est terminé. Vous qui suivez l'information, vous avez vu encore ce grand agitateur, quand même un enfant ne s'agite pas comme ça. Tous les jours, il doit toujours faire des choses. Mais on ne dirige pas comme ça. Un dirigeant conscient et sérieux ne peut pas être agitateur de ce point. Chaque jour, ce bébé de Trump, Donald, doit toujours agiter le monde avec ses publications inutiles. Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Vous pilotez un grand pays comme le pays de Michael Jackson avec les armes les plus absolues, mais vous agitez comme un ver de terre. Même le ver de terre ne s'agite pas comme ça. Tous les jours, ce type-là doit toujours venir avec quelque chose dans sa bouche. Ça montre vraiment l'état psychique, mental de cet individu. Et on vous le dit, ce type-là est dangereux, très dangereux. Un leader ne peut pas s'agiter tout le temps, tous les jours, chaque minute, chaque seconde de cette façon, comme Trump le fait. Tous les jours, quand vous vous réveillez, il y a toujours quelque chose qui est posté. Il est toujours sur la ligne de front, dans des futilités. Mais c'est très grave. Si, entre guillemets, l'Américain ne comprend pas que ce type-là est dangereux dans le futur même de ce monde, alors là, je dirais que vous n'êtes que des pervers narcissiques, vous tous. Vous comprenez? Donc, il y a eu des présidents qui ont précédé. Obama a signé ces accords-là avec le Canada. Biden a continué avec ce projet. L'Amérique n'a jamais mis un franc dans ce projet. Le Canada a mis 40 milliards de dollars. Le pont est terminé. Et même là, le Canada, même dans sa démarche, dit bon, quand même que l'Amérique n'a pas contribué, mais l'État de Michigan va bénéficier des bienfaits de part et d'autre, des profits de ce que le pont va générer. Parce que le pont, c'est quoi? C'est une infrastructure. Comprenez? Vous ne pouvez pas utiliser une infrastructure comme une arme de manipulation. Parce que l'infrastructure va créer des emplois. Les emplois qui vont faire fonctionner l'économie et vos villes. Parce que ces gens vont travailler, ils vont payer des impôts, ils vont acheter à manger, ils vont acheter à boire, ils vont payer du carburant. Ça va faire tourner l'économie. Lui, il dit, bon, il faut que... il ne va pas approuver l'ouverture du pont. Mais est-ce que vous voyez l'état débile et mental de cet individu? Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui ne met pas l'Américain au centre de préoccupation. Parce que si réellement il mettait l'Américain au centre de préoccupation, il allait même remercier le Canada pour dire, mais vous n'avez mis aucun franc là-bas, aucun dollar. À la fin, le Canada dit, bon, le Michigan ou encore la ville de Detroit va profiter des bienfaits que le pont va générer, donc des revenus que le pont va générer. Vous comprenez?
Il veut jouer au dur à cuire pour dire, bon, on va négocier, ou encore celui qui va prendre sa partie. Mais en réalité, ce que vous devez comprendre dans cette affaire de la construction de ce pont, parce qu'il y a d'abord un premier pont qui lie le Canada à Detroit, donc la ville de Windsor. Et ce pont-là est géré par une famille. Et cette famille-là met la pression. Et cette famille-là finance le corrompu Trump, finance la campagne de Trump. Et cette famille-là, certainement, a déversé des millions à Trump, et pour que Trump tente de bloquer le projet généralisé, alors que ce pont-là est quasiment en état très chaotique, parce qu'il y a déjà même des débris qui commencent à sauter de ce pont, créé, devenu un truc totalement instable, hein, qui peut donc engendrer des problèmes de sécurité publique. Moi, je suis un ingénieur de formation. Le rôle d'un ingénieur de formation, d'un ingénieur professionnel, comme je le suis, c'est de se rassurer que la sécurité du public est maintenue. Comprenez? Quand une infrastructure représente un danger, il faut donc penser aux alternatives et surtout que cette famille-là ne veut pas investir assez d'argent pour pouvoir essayer de sécuriser l'infrastructure. Comprenez ça? Ou d'essayer de sécuriser l'œuvre. Comprenez? Donc c'est cela l'état mental. Bon, maintenant, si vous voyez, le Mexique a reculé parce que vous avez les Shaman Bon, un truc pareil. Ashkenaz ne veut pas aider parce que tous les Ashkenaz ont fait l'appel à toutes les unités, hein, pour aller dans leur agenda, comprenez ça, chers amis, dans leur cahier de charge, dans leur projet. Il ne faut pas aider pour détruire les Congos de Cuba. Le Canada recule, quand même que Donald Trump est en train de nous niquer. Il veut faire du Canada 51e État des pays de Michael Jackson. Le Canada recule, tout le monde recule, même la Russie recule, alors que nous savons que, de point de vue historique, la Russie a eu des bonnes relations avec le Cuba, à travers les missiles que nous parlons ici de la baie des cochons, toute histoire que vous connaissez. Pourquoi? Poutine, et là j'indexe le président Poutine. Alors Poutine, as-tu laissé tes partenaires d'autrefois cubains mourir alors que tu as les capacités de pouvoir mettre les cargaisons de pétrole et de mazout dans les bateaux et mettre, entre guillemets, tes sous-marins nucléaires pour les escorter, pour dire à Trump, fuck you, je vais aider les Cubains. Mais vous voyez que nous sommes ici dans ce que nous appelons la géopolitique. À chacun voit son intérêt. Son intérêt. Vous voyez que même Poutine, qui dénonce tout ça là, a vu que son intérêt, puisque Trump l'a menacé. Mais puisque Trump et Poutine sont devenus des amis, ils sont en train de mijoter des trucs. Poutine ne veut pas se lever pour pouvoir aider le Cuba. Et ça, nous dénonçons. Le président Poutine et le peuple russe doivent défier Trump pour dire « Tu n'as pas le droit, le devoir et la responsabilité de bloquer un État souverain comme le Cuba, qui est aussi notre partenaire. » Donc, la Russie doit venir au secours de Cuba tout de suite là. Pourquoi tout ce temps-là, les gens sont en train de mourir à Cuba? Poutine est en train de faire des discours au Kremlin, ne peut pas penser à acheminer des bateaux, des cargos ou encore des tankers pour approvisionner le Cuba. Vous comprenez? C'est là où on vous dit l'intérêt guide des nations. Vous comprenez? L'intérêt guide les nations. Poutine ne peut pas prétendre nous parler du monde multipolaire, alors que vous avez le Cuba qui est mis en étau. Trump dit, nous sommes en train d'asphyxier le pays. Et vous voyez que dans leur langage, ils nous parlent de l'humanitaire. Mais qu'est-ce que l'humanitaire? L'humanitaire ne veut absolument rien dire. Comprenez? L'humanitaire veut dire l'asphyxie de peuple, la soumission de peuple. L'humanitaire veut dire
vous êtes devenus comme les chrétiens du riz en Chine. Et ce que la Chine a refusé. La Chine a refusé. Donc, on le dit ici, au président Poutine, mais à quoi vous jouez? À quoi vous jouez? On veut dire ici au grand peuple de la Russie, à quoi vous jouez? Vous voulez prendre le leadership et vous devez être sur la ligne de front. Prouvez aux Yankees, qui est dirigé par les grands criminels, que vous ne pouvez pas asphyxier tout un grand peuple. Alors que c'est le même Poutine qui nous a sorti la plus belle photo, la Vierge noire, l'enfant noir. Au Cuba, il y a les Congos qui sont là-bas, vous voyez. Et c'est même ça le rapprochement de Poutine avec Ngobso Matura Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'assassin des peuples Congo. Poutine a fait porter celui qui tue les peuples Congo la médaille de reconnaissance. Alors que Poutine sait que Ngobso Matura Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le sujet Ivoiro Dahomey, est un pion des Askénazes qui ont pris le contrôle de la France. Donc, le double jeu de Poutine, on va dire aux frères et sœurs là-bas du côté de l'Afrique de l'Ouest de l'acclamer. Mais attention, parce que là encore, c'est un exemple de la solidarité lécodermique, parce que quand Trump dit « Si Poutine est dans le carburant, je vais te sanctionner », et Poutine obéit, alors ne vous étonnez pas, dans les jours à venir, Macron et Emmanuel est en train maintenant de créer des relations pour rencontrer Poutine, pour remettre, entre guillemets, leurs différends sur un plateau très plat. Et là, vous ne serez pas étonnés de voir le retour en force des djihadistes ou au revers du pouvoir au Burkina, au Niger et au Mali. Voilà pourquoi on vous dit, l'autosuffisance militaire doit être quelque chose que nous devons mettre dans nos têtes, que nous devons respirer. Ça doit être quelque chose que nous devons prioriser. La solidarité lécodermique demeurera toujours là. Poutine, ses ancêtres ont signé l'acte de la conférence Congo à Berlin. Feuille de route, cahier de charge de la domination lécodermique sur le peuple noir, sur les peuples africains. Oui, la Russie de Poutine était là. Comprenez? Et c'est au nom de cette solidarité que ces gens-là finissent par s'entendre. À l'heure où on vous parle, comme on a l'habitude de dire, Poutine utilise le Mali, le Burkina et le Niger comme une augmentation des enchères dans le contexte des négociations avec ses frères lécodermes. Et quand ils arriveront sur un terrain d'entente, il va donc enlever sa main de protection sur vous. Et en ce moment-là, si vous n'étiez pas préparé à mettre en place l'autosuffisance militaire, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Maintenant que vous avez la chance qu'il vous a béni un peu, donc saisissez cette opportunité de mettre en place l'autosuffisance militaire. Je dis, personne ne peut nous empêcher de fabriquer les armes les plus absolues, des missiles qui sont capables de pouvoir détruire le monde qui nous a autant, comprenez, dominé, détruit, pillé et volé. Personne ne peut nous empêcher de le faire. Nous n'avons pas le droit de rentrer dans leurs contrats, les accords, les traités de prolifération des armes. Pour que nous rentrions dans ces accords-là, il va falloir que d'abord que nous atteignions les capacités de ces armes-là et que nous les ayons aussi. Et après, on pourra donc discuter d'égal à égal. Vous comprenez? Et dans la même foulée, nous comprenons, la Chine est certainement très loin, elle est très éloignée de Cuba. Nous en sommes convaincus que si la Chine était très proche de Cuba, il devait déjà avoir des cargos ou des tankers de pétrole de la Chine pour approvisionner le Cuba. Mais pour le moment, c'est à la Russie de le faire, parce que le Cuba était toujours là avec vous, était prêt à accepter vos missiles,
à des moments difficiles, à des moments de challenge, à des moments où la survie de cette nation était critique, mais ils ont choisi vous, la Russie, comme le partenaire, et nous en sommes convaincus que vous aussi, vous pouvez le faire. À un moment aussi critique où les Cubains ont besoin de vous, vous devez donc envoyer les carburants nécessaires pour pouvoir assurer la survie des peuples cubains, parce qu'à l'heure où on vous parle, des millions de gens sont en train de mourir dans les hôpitaux là-bas. Vous voyez que, mais comme c'est le noir qui meurt, ils n'ont rien à foutre. Mais donc c'est à nous de nous battre pour nous-mêmes. Nous demandons aux frères africains qui ont les capacités pétrolières pour pouvoir aider les Cubains, faites-le. Hein? Parce que vous ne faites que équilibrer, vous ne faites que réaliser ce que nous avons, vous ne faites que réaliser ce que nous avons l'habitude d'appeler l'aïkido, réaliser l'aïkido de la providence. En donnant le carburant et sauver des vies à Cuba, vous ne faites que préparer votre protection en réalité. Parce que le Créateur, c'est quelqu'un qui voit et qui est capable de balancer. Maintenant, aux débrasistes et aux mossistes, Nguesso Mathurin Albert, vous voyez que tu es un homme nul, hein, puisque les Cubains ont formé les mochis. Il y a eu des mochis, des milliers de mochis formés par des Cubains pour être, entre guillemets, des médecins. Mais tu voles le pétrole des Congo à Luango. Tu vois que tu es un individu qui n'a aucune volonté, puisque tu n'es que dans le contexte de la domination, tu ne reçois que les ordres du palais de l'Élysée, donc des Askénazes. Donc tu ne peux pas aider les Cubains, alors que les Cubains t'ont aidé. Comprenez? Mais ne t'en fais pas. Nous aurons ta tête, tes oreilles et ta peau. Et nous te mettons par terre. Les gens seront là en train de te donner les conseils. Mais ne t'en fais pas. Même l'Occident que tu sers n'aura pas de choix, c'est de te livrer. Mais te livrer pas auprès de n'importe qui, auprès du prince Mekaya Pom XVII, gouverneur des États de la Buenza et de la Lukumu au sein de la Fédération Congo. Et tous les mochis mettront que leurs mains sur la tête. Ils repartiront voir leur maître, l'écodème de Pompidou ou Askénaz, pour qu'on leur ressort, entre guillemets, des listes des pays d'où ils viennent. Parce que nous avons dit que c'était la fin des concessions sur les terres sacrées Congo. La Fédération Congo demeure le 55e pays d'Afrique. Vous ne voulez ou vous ne voulez pas. C'est comme ça que ça va être. Par la volonté du Créateur et par la volonté de nos ancêtres. Et nous viendrons. Dans les jours à venir, vous nous verrez marcher pieds nus sur nos terres. Parce que nous ne pouvons plus continuer à vivre dans l'Occident global, l'Israël global. Il est temps que nous puissions prendre le contrôle et la destinée des terres sacrées Congo. Congo ke Kilembanzao, Congo ke Kokoko Kongitari, Kokoko Kongitari, Kokoko Kongitari. Yaba Kolerve, Kakiabansai. Ye, Abuo, Abupia. Matondo, Matondo, Matondo.